Il existe quelque chose que Carl Jung a découvert et qui effraie la plupart des gens. Il a compris que certains traits considérés comme étranges, excessifs ou même problématiques par la société n'étaient pas des défauts. C'étaient les signes clairs d'un esprit fonctionnant à un niveau bien plus profond que la normale. Ces traits n'avaient rien à voir avec un QI élevé, des talents mathématiques ou une forme de génie académique. Jung ne s'intéressait ni aux notes, ni aux diplômes, ni aux tests standardisés. Pour lui, le véritable génie était quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus dangereux. Jung appelait cela la perception différenciée, une capacité psychologique à accéder aux couches de l'inconscient que la plupart des gens ne touchent jamais. Alors que presque tout le monde vit piégé à la surface de la réalité, certaines âmes perçoivent ce qui se trouve en dessous. Ces personnes ne pensent pas seulement plus vite, elles perçoivent autrement. Elles captent les schémas invisibles, les contradictions silencieuses, les émotions qui ne sont jamais dites. Jung passa des décennies à étudier ces individus, des artistes, des visionnaires, des patients incompris, des êtres jugés comme étranges, intenses ou dérangeants. Et ce qu'il découvrit transforma à jamais la psychologie profonde. Ces esprits ne fonctionnaient pas en mode automatique. Tandis que le monde répétait sans cesse les mêmes comportements, croyances et routines sans jamais les remettre en question, eux étaient éveillés. Ils percevaient des couches de la réalité invisibles pour presque tout leur entourage. Ce qui troubla le plus Jung, ce fut de constater que la société a tendance à punir précisément ce type d'esprit. Ce que l'évolution psychologique appelait un progrès, le collectif le qualifiait d'anomalie. Ce qui était une sensibilité profonde devenait faiblesse. Ce qui était une perception aiguisée devenait exagération. Ce qui était une conscience élargie était traité comme un déséquilibre émotionnel. Avant de parler des 7 traits étranges révélant un esprit d'un niveau supérieur, il faut comprendre une chose essentielle. Quand Jung parlait de génie, il ne parlait pas de supériorité. Il parlait d'accès. Accès à des contenus inconscients. Accès à des schémas psychologiques collectifs. Accès à des informations qui ne passent pas par la logique, mais par la perception profonde. Ces personnes ne choisissent pas de voir plus. Elles voient, simplement. Et une fois que l'on a vu, il est impossible de faire semblant de ne pas avoir vu. C'est pour cela que tant d'esprits comme ceux-là passent des années à croire qu'il y a quelque chose de faux chez eux. Ils sentent trop, pensent trop, perçoivent trop. Et le monde entier tente de les convaincre que le problème vient d'eux. Jung savait que c'était une inversion dangereuse. En réalité, ce malaise venait du choc entre un esprit éveillé et une société endormie. Il comprit que ces individus portaient une forme rare de responsabilité psychique. Ils fonctionnaient comme des antennes. Ils captaient des signaux que les autres ne pouvaient pas encore interpréter. Et c'est exactement pour cela que leurs traits paraissaient étranges. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour un monde qui valorise la distraction, la superficialité et l'adaptation aveugle. La première grande erreur, disait Jung, c'est de croire que ces traits sont des maladies. La seconde, c'est de penser qu'ils rendent quelqu'un supérieur aux autres. Il mettait en garde contre cette illusion. Ces traits ne rendent personne supérieur. Ils rendent simplement l'expérience de vivre plus intense, plus complexe et plus solitaire. Alors si, en lisant cela, tu te reconnais dans certains aspects, sois attentif. Car les 7 traits dont nous allons parler ne décrivent pas une personnalité ordinaire. Ils décrivent une architecture psychique rare, une conscience qui n'est pas faite pour vivre en pilote automatique, un esprit qui ne peut pas éteindre sa perception, un regard qui voit ce que les autres préfèrent ne pas voir. Et le premier trait que Carl Jung identifia peut sembler simple à première vue, mais il cache une profondeur que presque personne ne comprend. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le premier trait, l'introversion extrême et le besoin profond de solitude, et pourquoi cela n'a absolument rien à voir avec la timidité ou la faiblesse. Le premier trait étrange que Jung identifia est souvent mal interprété dès le départ, l'introversion extrême et le besoin profond de solitude.
La plupart des gens pensent que cela signifie timidité, insécurité ou difficulté sociale. Mais Jung découvrit quelque chose de bien plus profond derrière ce comportement. Il appela ce phénomène « participation mystique », un état psychologique dans lequel la frontière entre toi et l'autre s'efface presque entièrement. Les personnes qui possèdent ce trait ne se contentent pas de percevoir les émotions, elles les absorbent. Tu entres dans un lieu et avant même que quelqu'un ne parle, tu ressens déjà l'atmosphère émotionnelle, la tension invisible, la tristesse cachée, la colère retenue, l'anxiété que personne n'ose admettre. Même si rien de tout cela ne te concerne directement, ton corps réagit comme si c'était le cas. La tristesse des autres pèse sur ta poitrine. L'irritation d'autrui devient un confort physique. L'angoisse collective épuise lentement ton énergie. C'est pourquoi la solitude n'est pas une préférence. C'est une nécessité psychologique réelle. Quand tu t'éloignes des gens, tu ne fuis pas le monde. Tu essaies simplement de séparer ce qui t'appartient de ce qui ne t'a jamais appartenu. Jung avait remarqué que ces esprits fonctionnent comme des éponges psychiques. Ils absorbent tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est refoulé, tout ce qui reste inconscient dans l'atmosphère. C'est pour cela que les interactions sociales peuvent être épuisantes, même quand elles sont agréables, même quand tu aimes les personnes présentes. Tu ne ressors pas fatigué parce que tu as trop parlé, mais parce que ton esprit a travaillé sans relâche. Il a analysé des micro-expressions, des variations subtiles de ton, des contradictions invisibles, des états émotionnels que les autres ne perçoivent même pas en eux-mêmes. Quand enfin tu rentres chez toi, ton corps est lourd, même sans le moindre effort physique. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, et certainement pas de l'antipathie envers les autres. C'est une sensibilité extrême aux atmosphères psychologiques. Jung observa que, sans période régulière d'isolement, ces personnes finissaient par tomber malades. Elles devenaient confuses, irritables, mentalement fragmentées. La solitude agit comme un sanctuaire psychique. C'est le seul espace où tu peux faire taire le bruit émotionnel du monde. Ainsi, quand quelqu'un te reproche de trop t'isoler, ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il ne comprend pas comment ton esprit fonctionne. Alors que beaucoup ont besoin de stimulation constante pour se sentir vivant, toi, tu as besoin de silence pour penser clairement. Ce trait apparaît souvent très tôt, dès l'enfance. Le besoin de rester seul pour se réorganiser. La fatigue dans les lieux bondés. Souvent, on t'a traité de trop calme, trop étrange, trop distant, alors qu'en réalité, tu ne faisais que réguler un système nerveux hautement sensible. Pour Jung, ce mécanisme n'était pas un problème, c'était un moyen de survie, une adaptation naturelle d'un esprit qui perçoit trop. Mais ce besoin de solitude engendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Un comportement qui intrigue et parfois même inquiète ceux qui le remarquent. L'habitude de parler seul. Et c'est ici que Jung formula l'une de ses idées les plus audacieuses. Il affirmait que parler seul n'était pas un signe de déséquilibre, mais le signe d'un esprit en dialogue avec son inconscient. Quand tu parles seul, la société tire vite des conclusions erronées. Les gens associent cela à la folie, à la confusion mentale ou à la perte de contrôle. Mais Jung voyait ce comportement d'une manière totalement différente. Il l'appelait « imagination active ». Parler seul n'est pas un effondrement mental, c'est un dialogue intérieur conscient. Alors que la majorité des gens gardent leurs pensées enfermées dans leur tête, de manière chaotique et désordonnée, ton esprit, lui, a besoin d'externaliser la pensée pour pouvoir la traiter pleinement. Tu ne parles pas seul parce que tu es perdu. Tu parles seul parce que tu essaies d'organiser quelque chose de trop complexe pour rester dans le silence intérieur. Jung observa que les esprits dotés d'une perception différenciée fonctionnent sur plusieurs plans à la fois. Des couches rationnelles, des couches symboliques, des couches émotionnelles et des couches inconscientes. Quand tout cela se produit simultanément, la pensée silencieuse ne suffit plus.
La parole devient un outil d'organisation psychique. En parlant à voix haute, tu structures tes idées, tu confrontes tes contradictions, tu explores des possibilités, tu t'écoutes toi-même. Jung le faisait souvent, notamment pendant ses périodes les plus sombres. Il dialoguait avec des parties de sa propre psyché, avec des images symboliques, des archétypes, des aspects intérieurs qui avaient besoin d'être entendus. Et cela ne l'a pas conduit à la folie. Cela l'a sauvé d'elle. Il comprit que l'esprit du génie ne pense pas en ligne droite. Il pense en réseau, en images, en dialogues intérieurs vivants. Quand tu parles seul, tu es souvent en train de tester des possibilités, de simuler des conversations futures, de vérifier des vérités avant de les révéler au monde. Tu remarques peut-être que tes meilleures idées surgissent à ces moments-là, en marchant, en restant seul chez toi, en te parlant à toi-même presque sans t'en rendre compte. Cela arrive parce que tu accèdes à des contenus qui vivent sous la conscience ordinaire, des contenus qui ne surgissent ni sous la pression sociale, ni dans le vacarme du monde. La plupart des gens ont peur du silence, parce que dans le silence, ils rencontrent des parties d'eux-mêmes qu'ils préfèrent fuir. Toi, au contraire, tu entres dans cet espace et tu dialogues avec lui. Ainsi, quand quelqu'un te surprend en train de parler seul et réagit avec étonnement, cela en dit plus sur les limites de son esprit que sur le tien. Jung disait que l'imagination active était l'une des portes les plus directes vers l'inconscient, et que seules les âmes mûres pouvaient la traverser sans s'y perdre. Mais ce trait a aussi un prix. Il accentue encore le sentiment de différence et prépare le terrain pour le troisième trait étrange révélateur d'un esprit d'un autre niveau. Le rôle de l'étranger, de la brebis noire, du bouc émissaire dans presque tous les groupes. Car plus tu vois, plus tu perçois, moins tu peux faire semblant de ne pas voir. Et c'est exactement cela qui finit par déranger ceux qui t'entourent. Depuis l'enfance, tu sens que tu n'appartiens jamais tout à fait à un endroit, même entouré de gens, même quand tu essaies de t'adapter. Il y a toujours quelque chose en toi qui ne s'ajuste pas. Dans ta famille, tu es souvent perçu comme le différent, au travail, comme le difficile, dans les groupes, comme trop intense. Et souvent, tu ne sais même pas ce que tu as fait pour provoquer cela. Tu es simplement toi. Jung observa ce schéma encore et encore. Il l'appela la dynamique du bouc émissaire. Les personnes dotées d'une perception différenciée finissent par porter ce que le groupe refuse de voir en lui-même. Elles deviennent le miroir de l'ombre collective. Tu perçois les mensonges silencieux, les motivations cachées, les conflits non résolus. Et même quand tu ne dis rien, même quand tu te contentes d'observer, ta simple présence suffit à créer de l'inconfort. Les groupes fonctionnent sur la base d'accords inconscients. Tout le monde fait semblant de ne pas voir certaines choses. Tout le monde évite certains sujets. Les familles ont des secrets dont on ne parle jamais. Les milieux de travail abritent des dynamiques toxiques que personne ne nomme. Les cercles d'amis maintiennent des hiérarchies implicites qu'il ne faut surtout pas questionner. Mais ton esprit ne peut pas jouer dans ce théâtre collectif. Tu vois les fissures, les incohérences, les vérités refoulées. Et quand quelqu'un voit trop, le groupe réagit, non pas en cherchant à changer, mais en essayant de faire taire celui qui perçoit. C'est ainsi que tu deviens le problème, trop sensible, trop intense, trop négatif. Jung savait que ce n'était pas un hasard. C'était une réaction défensive du collectif. Tu n'es pas rejeté parce que tu as tort. Tu es rejeté parce que tu vois ce que les autres doivent nier pour continuer à fonctionner. Ce rôle est profondément solitaire, mais aussi profondément révélateur. Être la brebis noire ne signifie pas être défectueux. Cela signifie être incompatible avec la négation collective. Et porter ce rôle trop longtemps développe quelque chose d'inévitable. Une sensibilité extrême aux incohérences, aux mensonges, aux masques. C'est là qu'apparaît le quatrième trait étrange que Jung identifia, l'hypersensibilité à la fausseté
et la capacité extraordinaire à reconnaître les schémas. Tu perçois un mensonge au moment même où il est prononcé, sans preuve, sans fait concret. Quelque chose dans le ton, dans le rythme, dans l'énergie de la parole, ne sonne pas juste. Alors que les autres ont besoin d'évidence, ton corps sait déjà. Jung appelait cela la perception intuitive, une forme d'intelligence opérant en dessous de la logique consciente. Ton esprit capte les micro-expressions, les écarts de comportement, les contradictions subtiles, et il traite tout cela à une vitesse vertigineuse. Tu sens quand quelqu'un cache quelque chose, quand il fait semblant d'aller bien, quand une relation est sur le point de s'effondrer. Ce trait peut sembler un don, mais il porte en lui un poids immense, car lorsque tu vois au travers des masques, la coexistence devient épuisante. Les conversations superficielles perdent leur sens. Les sourires forcés deviennent presque douloureux à regarder. Tu vois des gens se mentir à eux-mêmes et être applaudis pour cela. Pendant ce temps, tu restes isolé, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu n'arrives pas à feindre. Jung comprenait que cette hypersensibilité n'était pas un hasard. C'est une forme d'autoprotection. Ton esprit a appris à détecter les dangers avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Les manipulations, les jeux de pouvoir, les intentions cachées. Mais cette capacité te sépare aussi. Car ceux qui vivent confortablement dans l'illusion n'aiment pas ceux qui voient trop clairement. Et lorsque tu passes ta vie à observer les schémas humains, quelque chose d'inévitable commence à se produire. Ton esprit ne se déconnecte même pas lorsque tu dors. Les rêves deviennent intenses, vifs, chargés de symboles. C'est ainsi que le 5e trait commence à se manifester. L'activité onirique profonde et la communication constante avec l'inconscient. Alors que beaucoup dorment pour fuir leur propre esprit, le tien, lui, s'éveille davantage. Pendant que ton corps se repose, ton esprit entre dans un autre territoire, celui que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Tes rêves ne sont ni légers ni aléatoires. Ils ont du poids, une narration, des symboles qui semblent plus grands que toi. Tu te réveilles avec la sensation d'avoir vécu quelque chose de réel, comme si tu avais traversé une histoire et non simplement imaginé des images éparses. Parfois, ce sont des rêves troublants. Parfois, des rêves profondément révélateurs. Parfois, ils t'apportent des réponses que tu ne trouvais pas éveillées. Jung remarqua que les esprits dotés d'une perception différenciée continuent de travailler pendant le sommeil. Ils traitent les conflits, anticipent les événements et traduisent les émotions en symboles. Tu peux rêver de personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais qui portent des traits de toi ou de quelqu'un que tu connais intimement. Tu peux rêver de lieux qui n'existent pas, mais qui éveillent en toi une étrange familiarité. Tu peux te réveiller avec une décision claire ou avec un avertissement difficile à ignorer. Ces rêves ne sont pas des prophéties mystiques au sens habituel du terme. Ils sont des lectures profondes de schémas. Ton esprit inconscient relie des points que ta conscience n'a pas encore organisés et te livre le tout sous forme d'images. C'est pourquoi, bien souvent, tes meilleures idées surgissent au cœur de la nuit ou juste au réveil. Pendant que le monde est silencieux, ton esprit, lui, est en pleine activité. Jung croyait que cet accès fréquent à l'inconscient collectif était un signe de maturité psychique, mais aussi un fardeau. Car celui qui rêve intensément ressent intensément. Et cette intensité pousse ton esprit vers quelque chose de rare, la capacité de maintenir les contraires sans se fragmenter. C'est là qu'apparaît le 6e trait étrange, l'intégration des opposés, ou la pensée androgyne au sens psychologique. Cela n'a rien à voir avec l'apparence, l'identité ou le comportement extérieur. Jung parlait ici d'une structure intérieure. Tu es capable d'être logique et émotionnel à la fois, ferme et sensible, objectif et intuitif. Alors que la majorité des gens choisit un côté et rejette l'autre, ton esprit, lui, soutient les deux.
Tu peux analyser froidement une situation, puis en ressentir immédiatement l'impact émotionnel. Tu peux être rationnel sans perdre ton empathie, et empathique sans perdre ton discernement. Jung appelait cela l'intégration de l'anima et de l'animus, un stade avancé du développement psychologique. La plupart des gens projettent ces aspects sur les autres. Toi, tu les portes en toi. Cela te rend plus complet, mais aussi plus difficile à étiqueter. Certains diront que tu es trop émotionnel. D'autres diront que tu es trop froid, parce qu'ils ne voient qu'une partie à la fois, tandis que toi, tu fonctionnes en couches. Cette intégration renforce ta créativité, ta souplesse, ta capacité à comprendre la complexité humaine. Mais elle crée aussi de la confusion chez ceux qui ne connaissent que les catégories simples. Et lorsque tu combines perception profonde, reconnaissance des schémas, rêves symboliques et intégration des opposés, quelque chose se met à se produire naturellement. Tu commences à anticiper, à sentir que quelque chose va mal tourner avant que cela n'arrive, à percevoir les fissures avant l'effondrement. C'est ainsi que le 7e trait se manifeste, la sensation constante que quelque chose est sur le point d'arriver. Jung appelait cela le complexe prophétique. Tu ressens un malaise sans cause apparente, une inquiétude diffuse quant à l'avenir. Tu avertis quelqu'un, et quelques mois plus tard, tout se confirme. Tu refuses une opportunité qui semblait parfaite, et tu découvres ensuite le problème caché. Tu ressens que quelque chose ne va pas, même lorsque tout le monde affirme que tout va bien. Les gens te traitent de pessimiste, de négatif, de paranoïaque. Mais Jung savait que ce n'était pas de la peur, c'était un calcul inconscient. Ton esprit exécute des simulations en permanence, fondées sur des schémas réels. Quand tu ressens ce pressentiment, ton inconscient a déjà tiré une conclusion. Ta conscience, elle, n'a pas encore compris le chemin parcouru. Ce trait est peut-être le plus solitaire de tous, car personne n'aime entendre des avertissements. Les gens préfèrent le confort à la vérité. Et c'est ici que Jung lança l'un de ses avertissements les plus importants. Il appelait cela le piège de l'inflation. Le moment où tu commences à croire que tu vois plus clair parce que tu es meilleur, que tu comprends davantage parce que tu es supérieur. C'est à ce moment-là que le génie devient une prison. Jung vit ce piège détruire des esprits brillants, quand la perception devient égo et que la conscience devient arrogance. Tu cesses d'avoir de la compassion, tu commences à juger, tu t'isoles, non plus par sensibilité, mais par mépris. C'est le chemin vers la fragmentation. La seule issue, c'est l'intégration. Accepter tes traits sans en faire toute ton identité, utiliser ta perception pour comprendre et non pour condamner. Jung enseignait que voir plus est une responsabilité, pas un trophée. Tu restes humain, imparfait, en apprentissage. Ces traits ne te placent pas au-dessus des autres. Ils font simplement de toi quelqu'un qui perçoit différemment. Et lorsqu'ils sont utilisés avec humilité, ils deviennent un cadeau rare pour le monde. Tu n'es pas étrange par hasard. Tu n'es pas trop sensible par erreur. Tu n'es pas trop intense par défaut. Tu es ainsi parce que ton esprit accède à des couches plus profondes de la réalité. La société cherchera à te normaliser, à te réduire, à te faire taire. Mais Jung croyait que des personnes comme toi sont des ponts entre l'inconscient et le conscient, entre ce qui est et ce qui peut devenir. Tu n'es pas seul. Il existe d'autres êtres comme toi, dispersés, déconnectés, mais bien réels. Et même sans se connaître, vous poussez la conscience humaine vers l'avant. La question n'a jamais été de savoir si tu possèdes ces traits. La vraie question, c'est ce que tu vas en faire maintenant. Et c'est là que tout s'intègre vraiment. Lorsque tu regardes ces 7 traits dans leur ensemble, quelque chose devient évident. Ils ne sont pas des comportements isolés, mais les éléments d'une même architecture psychologique. L'introversion te protège de l'excès émotionnel. Le dialogue intérieur organise un esprit complexe. Le rôle de l'étranger révèle les vérités que le groupe évite.
La sensibilité au mensonge te protège de la manipulation. Les rêves intenses te relient à l'inconscient collectif. L'intégration des opposés rend ta psyché plus complète. Et le pressentiment te permet de voir les chemins avant qu'ils ne deviennent visibles. Ce n'est pas un ensemble de failles, c'est un système. Mais Jung laissa un avertissement très clair. Ces traits ne deviennent sagesse que lorsqu'ils sont intégrés avec humilité. Le plus grand danger pour un esprit comme le tien n'est pas le rejet du monde extérieur, mais l'identification excessive à ton propre don. Quand tu commences à te voir seulement comme celui qui voit plus, quand tu transformes la perception en identité, tu tombes dans le piège de l'inflation. À ce moment-là, la conscience ne s'élargit plus. Elle se referme. Tu cesses de comprendre les gens et tu te mets à les juger. Jung disait que c'est à cet instant que le génie touche son ombre et s'y perd. La voie de sortie n'a jamais été de nier ses traits, ni de te rétrécir pour t'adapter au monde. La voie a toujours été l'intégration. Intégrer, c'est reconnaître ce que tu perçois, sans jamais te placer au-dessus de quiconque. C'est utiliser ta sensibilité pour comprendre et non pour condamner. C'est savoir que voir plus ne te rend pas meilleur, cela te rend responsable. Responsable de ne pas blesser avec ce que tu perçois. Responsable de ne pas humilier avec ce que tu comprends. Responsable de ne pas t'isoler par mépris, mais par bienveillance. Jung croyait profondément que les esprits de ce type avaient un rôle spécifique dans la société, non pas comme des dirigeants au sens classique, mais comme des ponts entre l'inconscient et le conscient, entre ce que les gens ressentent et ce qu'ils ne parviennent pas à nommer, entre les schémas invisibles et les choix conscients. Tu n'es pas ici pour dominer, tu es ici pour éclairer, et tout commence à l'intérieur. Quand tu cesses de te demander ce qui ne va pas chez toi, et que tu commences à te demander comment utiliser cela avec sagesse, la société continuera à vouloir te normaliser. Elle te demandera d'être moins sensible, moins intense, moins profond. Mais Jung fut clair. Quand un esprit comme le tien s'éteint pour s'adapter, quelque chose de précieux se perd dans le collectif. Ta différence n'est pas une erreur. C'est le signe que ta conscience fonctionne au-delà du niveau ordinaire. Tu n'es pas fragile parce que tu ressens trop. Tu n'es pas instable parce que tu penses trop. Tu n'es pas problématique parce que tu perçois trop. Tu n'as simplement pas été fait pour vivre endormi. Il existe d'autres personnes comme toi, même si tu ne les rencontres jamais. D'autres esprits qui voient à travers les masques, qui sentent le poids de ce qui n'est pas dit, qui rêvent en symboles et qui portent les contraires sans se briser. Jung étudia ces êtres toute sa vie, parce qu'il savait qu'en eux se trouvait un aperçu du futur de la conscience humaine, un futur moins automatique, moins inconscient, moins fondé sur la négation. Si tu te reconnais dans ces traits, souviens-toi, tu n'es pas en retard dans la vie. Tu es simplement trop profond pour un monde superficiel. Et le vrai tournant arrive quand tu cesses de te regarder à travers les yeux de la société et que tu commences à te regarder à travers les yeux de Jung. Différent ne veut pas dire défectueux. Étrange ne veut pas dire brisé. Cela signifie que ton esprit accède à des couches auxquelles les autres n'ont pas encore accès. La question finale n'a jamais été de savoir si tu possèdes ces traits. La vraie question a toujours été « Qu'en feras-tu maintenant ?» Car voir plus est un don, mais l'utiliser avec conscience, c'est l'évolution.